Le soir du 22 octobre 1989, la petite ville de Saint-Joseph, dans le Minnesota, s'apprêtait à clore le week-end. C'était un endroit où le rêve américain semblait tangible et sûr, une ville de quelques milliers d'habitants à peine, où les voisins se connaissaient par leur nom et où les enfants jouaient dehors jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. Cette illusion d'une sécurité parfaite, ce sens profond de la communauté, était sur le point d'être brisé à jamais. Jacob Wetterling, 11 ans, rentrait à vélo d'une supérette voisine avec son frère et un ami. C'était un dimanche soir simple et tranquille, qui aurait dû se terminer par des devoirs, la télévision et le confort familier de leur propre lit. Mais quelque part sur cette route de campagne familière, dans la pénombre grandissante, Jacob Wetterling a disparu sans laisser de traces. Pendant près de 3 décennies, personne n'a su ce qui lui était arrivé, jusqu'à ce que les aveux d'un homme, né d'un rebondissement d'enquête stupéfiant, révèlent enfin l'horrible vérité. Avant d'aller plus loin, veuillez cliquer sur le bouton j'aime pour que plus de gens puissent voir cette affaire, et abonnez-vous à la chaîne avec toutes les notifications activées. Ainsi, vous ne manquerez jamais une enquête sur une affaire classée, Cold Case. Nous voulons aussi savoir d'où vous nous regardez, alors dites-le nous dans les commentaires. Chaque commentaire, chaque partage, aide à empêcher ces histoires de sombrer dans l'oubli. C'était une soirée d'automne fraîche et claire dans le centre du Minnesota. Le genre de nuit où l'on pouvait sentir l'odeur âcre de la fumée de bois dans l'air et entendre le bruissement sec des feuilles bougeant dans les champs de maïs récoltés. Jacob Wetterling, 11 ans, passait le week-end avec sa famille, ses parents, Jerry et Patty Wetterling, et ses frères et sœurs, Amy et Trevor. Les Wetterling vivaient dans une zone rurale à l'extérieur de Saint-Joseph, une maison blanche en retrait de la route, entourée d'espaces ouverts. Ce dimanche 22 octobre avait commencé comme n'importe quel autre, rempli des joies simples de l'enfance. Les garçons avaient regardé un film à la maison puis avaient décidé d'aller à vélo à une supérette Tom-Tom locale, à seulement 800 mètres de là, pour louer une vidéo et acheter des bonbons. C'était un trajet facile qu'ils avaient fait d'innombrables fois. Jacob, son jeune frère Trevor, à peine 10 ans, et leur ami Aaron Larson, 11 ans, sont partis sur leur vélo vers 20 heures. Le soleil était couché et l'air devenait froid, mais le trajet était court, familier, croyaient-ils, parfaitement sûr. Ils ont acheté leurs bonbons et loué leurs vidéos, ont discuté avec l'employé et ont commencé à pédaler pour rentrer chez eux. Ils ont quitté la route goudronnée principale pour s'engager sur le chemin de terre, un raccourci connu sous le nom de 80th Street South, qui menait directement à leur allée. Ils n'étaient qu'à quelques minutes de chez eux, une bulle de lumière et de chaleur dans l'obscurité rurale. Soudain, une silhouette est sortie des arbres qui bordaient la route, une silhouette sombre se découpant sur la lumière déclinante. Il portait un masque et, à la main, il tenait une arme à feu. La voix de l'étranger était basse et gutturale. Il a ordonné aux garçons de jeter leur vélo dans le fossé et de s'allonger face contre terre. Il s'est approché d'eux et a exigé de connaître leurs âges, un par un. Les garçons, paralysés par la terreur, ont répondu. « Vous deux » aboya-t-il en pointant son arme sur Trevor et Aaron, les deux plus jeunes. « Courez vers ces bois et ne vous retournez pas. Et celui qui se retourne se fera tirer dessus. » Les deux jeunes garçons se sont relevés en titubant, pleurant, et ont fait exactement ce qu'on leur avait dit. Ils ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient dans l'obscurité des bois voisins, trébuchant sur les racines, n'osant pas regarder en arrière. Ils ont entendu la voix de l'homme une dernière fois, demandant son âge à Jacob. Puis, plus rien. Un silence oppressant et terrifiant s'est installé sur le champ, rompu seulement par le son de leur propre respiration haletante. Quand ils ont finalement osé s'arrêter, pour regarder en arrière vers la route, l'homme et Jacob avaient disparu. En quelques minutes, la panique a déchiré la maison des Wetterling. Trevor et Aaron ont fait irruption par la porte d'entrée, hystériques, criant que Jacob avait été emmené par un homme armé. Le monde de Patty et Jerry s'est arrêté. C'était un cauchemar devenu réalité. Jerry a attrapé une lampe de poche et a dévalé l'allée sombre en criant le nom de Jacob dans l'air froid de la nuit, sa voix avalée par les vastes champs vides. Patty a appelé le 911. Les voisins, entendant l'agitation et les cris désespérés, sont sortis de leur maison. En moins d'une heure, la campagne tranquille, habituellement remplie du son des grillons, grouillait de voitures de police, leurs gyrophares rouges et bleus formant une nouvelle et terrible constellation dans l'obscurité rurale. Des adjoints du shérif et des volontaires ont commencé à arriver, portant des lanternes et des lampes de poche, se déployant dans la nuit. Le lendemain matin, l'histoire dominait les informations locales, puis nationales. Un enfant avait été volé dans une ville paisible du Minnesota, et personne n'avait vu où il était allé. La communauté de Saint-Joseph, à peine 3000 habitants,
s'est transformée du jour au lendemain. L'illusion de sécurité avait disparu, remplacée par une peur froide. Les parents qui n'avaient jamais verrouillé leurs portes les fermaient maintenant à double tour. Les enfants n'étaient plus autorisés à faire du vélo seuls ou à marcher jusqu'à l'école sans surveillance. Au cours des jours suivants, la recherche est devenue une opération massive. Des centaines de volontaires, des agriculteurs sur leurs tracteurs, des pompiers, des camarades de classe et des étrangers, ont formé des chaînes humaines et ont fouillé péniblement les champs, les granges, les ponceaux et les fossés. Des hélicoptères survolaient le terrain. La police a mis en place des barrages routiers, interrogeant quiconque passait dans la région, mais cela n'a rien donné. Il n'y avait pas d'empreintes de pas, pas de traces de pneus, pas de fibres, et aucun témoin ne pouvait identifier l'homme masqué au-delà du récit terrifié de deux jeunes garçons. Jacob Wetterling semblait s'être volatilisé. Le bureau du shérif du comté de Stern et le FBI se sont rapidement joints aux recherches, mettant en place un centre de commandement. En quelques jours, ils avaient recueilli des centaines de signalements. La ligne téléphonique sonnait constamment. Certains pensaient que le ravisseur était un fermier local. D'autres soupçonnaient un travailleur itinérant. Le FBI a créé un profil psychologique, un homme familier de la région, à l'aise dans ce terrain rural, probablement un solitaire, et presque certainement avec des antécédents d'infractions sexuelles. Les enquêteurs ont fouillé les carrières voisines, ils ont fait venir des équipes de plongeurs pour les rivières, ils ont même drainé de petits points d'eau. Ils ont interrogé tous les délinquants sexuels connus de la région. Mais chaque piste, chaque entretien, aboutissait à une impasse. Les semaines se sont transformées en mois d'agonie. Les recherches ont été réduites, mais la douleur de la famille était constante. Patty Wetterling, son visage marqué par une douleur qu'aucun parent ne devrait jamais connaître, est devenue une figure récurrente à la télévision, implorant le retour de son fils. Sa voix, tremblante mais étonnamment déterminée, est devenue le symbole du cauchemar de tous les parents. Jerry continuait à travailler avec des bénévoles, organisant des groupes de recherche bien après que les efforts officiels se soient estompés. À l'approche de Noël, la famille, dans un acte d'espoir provocateur, a décoré un petit arbre près de l'allée où Jacob a été emmené, y accrochant des rubans bleus pour lui. La communauté a suivi le mouvement. Partout dans le Minnesota, les porches, les écoles et les magasins arboraient des rubans bleus, un acte d'espoir silencieux et puissant et une prière silencieuse pour que le garçon rentre à la maison. L'affaire a consumé la vie des Wetterling. Ils refusaient de perdre espoir, ils refusaient que Jacob soit oublié. Son histoire a attiré l'attention nationale, apparaissant dans America's Most Wanted et Unsolved Mystery. Des célébrités et des politiciens ont partagé sa photo. Pourtant, aucune piste solide n'a émergé. En 1990, environ un an après l'enlèvement, un homme nommé Danny Henrich a été interrogé par la police. Il vivait à proximité, correspondait à la description générale et conduisait une voiture similaire à celle vue agissant de manière suspecte près du site d'enlèvement dans les semaines précédentes. Les enquêteurs étaient pleins d'espoir. Ils ont prélevé des échantillons de ses pneus et de ses chaussures. Mais la science forensique de l'époque était limitée. Ils ne pouvaient pas établir de lien définitif. Henrich a tout nié, et sans preuve matérielle pour le retenir, il a été relâché. La piste est redevenue froide, cette fois pour des décennies. Tout au long des années 1990 et jusqu'aux années 2000, les forces de l'ordre ont continué à courir après des rumeurs et de fausses observations. Le visage de Jacob, vieilli par des artistes forensiques, est apparu sur des briques de lait, des affiches et dans d'innombrables reportages. Son 12e anniversaire est arrivé et passé. Puis son 16e. Puis son 21e. Chaque fois qu'un enfant était retrouvé sain et sauf ou qu'un autre suspect était arrêté ailleurs dans le pays, le téléphone des Wetterling sonnait, leur cœur bondissant, pour être à nouveau brisé. Mais ce n'était jamais Jacob. Au fil des ans, l'affaire est devenue l'une des cold cases les plus obsédantes d'Amérique. Patty et Jerry ont transformé leur douleur inimaginable en un objectif puissant. Ils ont fondé le Jacob Wetterling Resource Center, une organisation dédiée à la sécurité des enfants et à la prévention des enlèvements. Ils sont devenus de féroces défenseurs, faisant un lobbying infatigable à Washington. Leurs efforts ont conduit directement à l'adoption du Jacob Wetterling Crime Against Children and Sexually Viol Offender Registration Act en 1994. Cette loi fédérale historique a été la première du genre, elle exigeait que les États mettent en œuvre des registres des délinquants sexuels, le système même que nous connaissons aujourd'hui. L'affaire de Jacob, dans sa tragédie angoissante, avait déjà commencé à changer l'Amérique, rendant des millions d'autres enfants plus en sécurité. En 2014, 25 ans s'étaient écoulés.
L'affaire était complètement froide. Jacob aurait eu 36 ans. C'est alors que les enquêteurs, armés de nouvelles perspectives et de nouvelles technologies, ont décidé de tout réexaminer. Et ce faisant, ils ont remarqué un schéma troublant qui avait été négligé des décennies plus tôt. Des mois avant l'enlèvement de Jacob, plusieurs garçons de la ville voisine de Pennsville avaient été agressés par un homme masqué armé d'un pistolet. La description était étrangement similaire, même secteur, même voix basse et gutturale, même méthode. En 1989, ces affaires avaient été traitées séparément. Maintenant, les enquêteurs y voyaient une chronologie, une escalade terrifiante, menant directement à Jacob. Voici le tournant critique, le rebondissement incroyable qui a finalement résolu l'affaire. Lors de l'une de ces agressions à Pennsville, l'agresseur avait laissé des preuves ADN sur les vêtements de la victime. À l'époque, les tests ADN en étaient à leur balbutiement et n'avaient donné aucun résultat. Mais maintenant, en 2014, les détectives ont soumis à nouveau ces anciennes preuves à des tests modernes et avancés. Et cette fois, ils ont obtenu une correspondance. Le profil ADN pointait vers un seul homme, Danny Henrich. Le même homme qui avait été interrogé et relâché en 1990. Henrich a été immédiatement placé sous surveillance 24H24 et 7J7. En juillet 2015, les enquêteurs avaient enfin suffisamment d'éléments pour l'arrêter, mais, point crucial, pas pour le meurtre de Jacob. Il n'y avait toujours aucune preuve directe le liant à cela. Ils l'ont arrêté pour 25 chefs d'accusation de pédopornographie fédérale trouvés sur son ordinateur. C'était le levier dont ils avaient besoin. Pendant des mois, alors qu'Henrich était en détention fédérale, les détectives l'ont pressé. Ils lui ont parlé de la correspondance ADN de Pennsville. Ils l'ont pressé au sujet de Jacob. Pendant des mois, il a nié toute implication. Puis, en septembre 2016, après 27 ans de silence, risquant une peine de prison à vie pour les accusations de pornographie, le mur de silence de Danny Henrich s'est finalement effondré. Il a accepté de parler. Il a accepté d'avouer, en échange d'un accord. La confession fut le rebondissement que personne n'avait vu venir, pas dans sa totalité. C'était la fin de tout espoir, et le début de la vérité. Avec des détails glaçants et écœurants, Henrich a décrit ce qui s'était passé cette nuit-là en 1989. Il conduisait sans but à travers Saint-Joseph quand il a vu les 3 garçons sur leur vélo. Il a avoué les agressions de Pennsville, puis il a avoué pour Jacob. Il a admis avoir menotté Jacob, l'avoir forcé à monter dans sa voiture et avoir conduit jusqu'à une gravière isolée près de Pennsville. Là, dans l'obscurité, il a agressé sexuellement le garçon de 11 ans. Il a dit que pendant l'agression, Jacob, en pleurant, a demandé « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Henrich a prétendu que quelques instants plus tard, il avait vu une voiture de police passer sur l'autoroute voisine. Il a paniqué. Il a dit à Jacob de se retourner, et il lui a tiré dessus. Il a enterré le corps dans une tombe peu profonde et est rentré chez lui. Quelques jours plus tard, paranoïaque à l'idée d'être découvert, il est revenu, a déplacé le corps et l'a enterré à nouveau dans un champ. Pendant 27 ans, ce secret est resté enfoui. Mais dans le cadre d'un accord de plaidoyer complexe, Henrich a accepté de conduire les autorités sur le site exact. En échange, il plaiderait coupable pour le seul chef d'accusation fédéral de pornographie, et l'État du Minnesota accepterait de ne pas l'inculper pour le meurtre de Jacob, une accusation qui, même avec les aveux, aurait pu être impossible à prouver devant un tribunal après tant de temps. Les enquêteurs et les équipes de médecine légale ont suivi Henrich, menotté, jusqu'à un champ sous un arbre solitaire. Et là, ils ont déterré les restes de Jacob, son blouson de hockey, et ses empreintes dentaires ont confirmé son identité. Après 27 ans, la recherche de Jacob Wetterling était enfin terminée. Lorsque la nouvelle a éclaté, le Minnesota était sous le choc. La communauté qui s'était accrochée au ruban bleu de l'espoir pour un miracle a plutôt obtenu une clôture de la manière la plus dévastatrice possible. Au tribunal, Henrich, dans le cadre de l'accord, a admis publiquement l'enlèvement, l'agression et le meurtre de Jacob Wetterling. Il a été condamné à 20 ans de prison fédérale pour l'accusation de pédopornographie, le maximum autorisé. Lors de la sentence, Patty Wetterling s'est adressée directement à lui, sa voix remplie d'une force qui a captivé la nation. « Vous nous avez enlevé notre rayon de soleil », a-t-elle dit à travers ses larmes. « Vous avez blessé tant de gens. Mais vous ne pouvez pas enlever la lumière que Jacob a apportée à ce monde. Jacob, nous ne te laisserons pas être défini par la façon dont tu es mort. Nous te définirons par la façon dont tu as vécu. » Jerry Wetterling a ajouté que les aveux, bien qu'atroces,
permettait enfin à la famille de ramener Jacob à la maison et de lui donner l'enterrement qu'il méritait. L'affaire Jacob Wetterling a changé l'Amérique. Sa disparition a déclenché l'indignation nationale et une réforme complète de la manière dont les affaires d'enfants disparus étaient traitées. Le Jacob Wetterling Act, né de la douleur de ses parents, est devenu le fondement de tous les registres modernes de délinquants sexuels. Son histoire est une leçon douloureuse sur le pouvoir de la persévérance, l'implication de la communauté et la marche terriblement lente de la justice. La famille Wetterling continue de plaider pour la protection de l'enfance. Patty dit souvent que si l'histoire s'est terminée tragiquement, l'esprit de Jacob perdure à travers les vies sauvées grâce aux leçons tirées de son cas. Elle exhorte les parents, le monde n'est pas un endroit plus effrayant. Nous sommes juste plus conscients. Nous ne pouvons pas aimer nos enfants dans la peur. Nous devons les aimer avec espoir. L'affaire Jacob Wetterling est plus qu'une histoire de perte, c'est l'histoire de la façon dont la douleur inimaginable d'une famille a été forgée en un bouclier pour protéger des enfants qu'ils ne rencontreraient jamais. C'est une question de temps, de vérité et du pouvoir de ne jamais abandonner, même lorsque les réponses semblent impossibles à trouver, même lorsqu'elles sont enfouies sous 27 ans de mensonges. La mémoire de Jacob nous rappelle que derrière chaque dossier d'affaires classé se cache une vie humaine, un enfant, un parent, une histoire qui mérite qu'on s'en souvienne. Alors ce soir, alors que le soleil se couche sur les champs tranquilles de Saint-Joseph, Minnesota, on peut presque entendre l'écho des rires d'enfants qui remplissaient autrefois ces routes, un rappel obsédant et doux amer d'une innocence perdue, mais qui, grâce à la vigilance d'une nation entière, n'a jamais été oubliée. Que pensez-vous de cette affaire et de l'accord de plaidoyer qui a conduit aux aveux? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, mais veuillez rester respectueux de la mémoire de Jacob et de sa famille. Si vous souhaitez voir d'autres histoires de true crime comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager pour que davantage de personnes puissent découvrir ces histoires et peut-être, juste peut-être, aider à apporter des réponses à d'autres familles qui attendent toujours justice.